Je lance cette petite série de vidéos mensuelles pour parler de choses, donner mon opinion mensuellement. Plus particulièrement, je vais parler de trucs culturels et artistiques, mais aussi parfois de sport, d'aventures et de découvertes, d'associations et de structures, d'événements particuliers. En bref, tout ce qui m'aura marqué le mois passé, que je vais développer plus ou moins, le but étant surtout que je donne vite fait mon avis et que potentiellement je te fasse découvrir des trucs au passage. Alors en fait, je voudrais juste revenir sur quelques trucs de février avant. Mais court quoi. Il y a 2 films qui m'ont vraiment marqué en février au cinéma. Le premier, c'est Alita Battle Angel de Robert Rodriguez, un de mes réalisateurs préférés. Vous le connaissez peut-être pour Sin City, Spy Kids ou Planète Terreur. Là, il adapte le manga culte Gum de Yukito Kishiro. Aidé par la Weta et une nouvelle technologie de motion capture, cette technologie permet vraiment aux personnages numériques de retransmettre toutes les émotions jouées par l'actrice, qui jouait en même temps que les autres acteurs sur la scène. Ce qui rend le tout beaucoup plus naturel et un résultat assez bluffant, je trouve. Du coup, j'ai trouvé vraiment ce film assez joli dans l'ensemble, mais même l'histoire, je l'ai trouvé quand même assez intéressant. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage d'Alita, qui petit à petit va se rendre compte que le monde dans lequel elle évolue est beaucoup plus sombre et beaucoup plus dangereux que ce qu'elle pensait au début. Elle va découvrir ça au fur et à mesure par le biais d'événements qui vont lui arriver et elle va devenir de plus en plus badass et ça c'est aussi assez intéressant. En bref, j'ai beaucoup aimé toute cette partie autour d'Alita et j'ai aussi bien aimé le monde un peu décrit autour. C'est vrai que je suis pas forcément un grand connaisseur du manga de base et la plupart des gens qui étaient fans du manga n'ont pas forcément aimé le film à ce point-là. Et le deuxième film qui m'a marqué au cinéma en février, c'est un film français, c'est Le Chant du Loup. Alors c'est un film qui se passe principalement dans des sous-marins et on y apprend pas mal de choses un peu techniques. Dès le début, on est pris par l'histoire dans une sorte de tension. Les personnages sont plutôt crédibles dans l'ensemble, à part peut-être un. Ouais, il y en a un, il est un peu moyen, mais sinon, la plupart des acteurs sont vraiment dans le rôle, on y croit. Il y a cette tension, il y a ce scénario qui paraît super crédible, en plus l'histoire fait un peu peur parce qu'on se dit est-ce que ça peut arriver en vrai ou pas. Alors, en tout cas, vraiment très cool, j'ai bien aimé, esthétiquement il est bien, le son, le mixage du son est vraiment bien et en fait c'est parce qu'il n'a pas été fait en France le mixage, donc voilà, ça aide un peu. Et pour finir sur février, je vais parler aussi d'une web série Preview de Studio 4. En bref, c'est l'histoire d'un youtubeur qui a 10 millions d'abonnés qui obtient l'aide d'une sorte d'algorithme de YouTube qui va l'aider à faire des vidéos. Et il y aura aussi une autre youtubeuse qui va être dans l'histoire. Je raconte mal. En bref, l'histoire est un peu complexe à raconter juste comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est de voir un peu un envers du décor de YouTube. Il y a quelques trucs qui sont représentés, comme le fait de devoir sortir beaucoup de vidéos, le fait de devoir plaire à l'algorithme de YouTube. Plein de petits trucs assez intéressants, surtout que je l'ai regardé avant de lancer cette chaîne. Et je vous invite à aller voir, c'est sur la chaîne YouTube de Studio 4. Plus c'est avec Bertrand Hucla. C'est avec Bertrand de Yes Vous Aime. Et d'ailleurs on en reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors en mars, il y a encore 2 films qui m'ont vraiment marqué au cinéma. Le premier, il est là. Alors les gens qui me connaissent le savent, et tu vas pas tarder à le savoir aussi, mais je suis un grand fan de Marvel. Du coup mon avis sur le film va être un peu biaisé, mais voilà, moi je l'ai vraiment bien aimé. Alors j'ai bien aimé déjà graphiquement parce que j'aime beaucoup ce que font Marvel et je trouve ça vraiment aussi impressionnant de voir qu'ils arrivent à garder une sorte de cohérence graphique sur tous les films. Parce que bon, ce film là c'est quand même le 21e de toute la série depuis Iron Man 1. Donc c'est quand même assez cool de voir que tout se tient. C'est quand même la plus grosse saga qu'il y a eu au cinéma en termes de films, je crois. Bond. James Bond. En tout cas, j'ai bien aimé le personnage de Carol Danvers, Captain Marvel. J'aime bien son tempérament et sa ténacité. Il fait qu'elle essaye toujours de se battre même si c'est pas gagné d'avance. Et elle a ce petit côté qu'on retrouve aussi dans Steve Rogers, Captain America. Et j'aime beaucoup ce genre de personnages qui vont avoir cette tendance à pas forcément avoir de pouvoir dès le début et puis à vouloir quand même se battre jusqu'au bout pour défendre certaines idées, certaines valeurs. Et ça, je trouve ça assez cool.
J'ai bien aimé aussi le fait de mixer l'univers cosmique de Marvel avec l'univers terrien, des années avant Avengers ou même Thor, parce que le film se passe en 1995. Là, on y voit du coup des personnages qu'on connaît dans le présent, comme Nick Fury, on y voit des références à des choses qui vont se passer dans le futur, et je trouvais ça plutôt cool. En bref, moi j'ai bien aimé le film, mais je comprends que mon avis peut être biaisé parce que j'aime déjà beaucoup tout l'univers de Marvel, et donc après on peut aussi ne pas aimer ce film-là en particulier. Ça arrive. Et le deuxième film que je viens d'aimer en mars, il est totalement différent parce qu'il s'agit de Us, de Jordan Peele, le réalisateur de Get Out, que j'ai d'ailleurs toujours pas vu, mais il faudrait que je le voie. Surtout qu'après avoir vu Us, ça me donne vraiment envie. Parce que je trouve qu'il gère vraiment bien la tension, il arrive à créer une sorte de tension alors qu'il n'y a rien à l'image, clairement. Genre au début, sans spoiler, mais il y a des gens qui sont à une fête foraine. Et voilà, enfin il y a une sorte de tension, on sait pas trop pourquoi, il se passe rien en fait. C'est hyper bizarre. Et tout le film est quand même assez bien écrit, très bien réalisé. Il y a des effets qui sont assez cool. Les acteurs sont vraiment très bons, notamment Lupita Nyong'o. Parce que si vous avez vu un peu la bande-annonce, vous voyez un peu le concept, c'est-à-dire que les personnages principaux se font attaquer par des sortes de doubles d'eux-mêmes. Et du coup, le fait de jouer les deux sur des champs contre champs avec des émotions totalement différentes, ça marche très 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 bien. En bref, je recommande ce film. Et cette fois, mon avis est pas biaisé parce que je connais pas du tout le mec de base. Et là, franchement, j'ai plutôt bien aimé. Sinon, j'ai pas regardé des films qu'au cinéma, j'ai aussi regardé des films à la maison. J'ai pu revoir Speed, tu sais, le film avec Keanu Reeves qui est dans un bus qui doit aller à 50 miles à l'heure minimum, sinon il explose. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et il est cool encore. Hein. Je trouve que l'action est bien montrée, c'est plutôt bien réalisé. Et derrière, j'ai fait l'erreur de regarder Speed 2, Cruise Control, et ça n'a rien à voir. Déjà rien qu'avec le titre, Speed, Cruise Control. Cruise, c'est une croisière, donc paquebot, tout ça. Le côté speed, il a plus l'air vraiment là. Ensuite, au niveau des acteurs, déjà il n'y a plus Keanu Reeves, il est remplacé par un autre acteur qui joue un autre personnage. Il y a toujours Sandra Bullock. Et du coup, ils sont dans une croisière, et il se passe des trucs, et c'est très très mal filmé, très très mal réalisé. On comprend pas trop les intérêts de tout le monde dans le scénario. On se dit juste que les mecs ont voulu faire un film dans un paquebot et en croisière, et je sais pas, et c'est vraiment très débile, c'est devenu un nanar en fait. Et c'est pour ça peut-être que peu de gens savent que ce film existe, il y a de bonnes raisons. Bon après, il est quand même très drôle, il faut le voir au moins une fois, c'est un nanar rigolo et avec des effets spéciaux. Ouais, le paquebot à la fin il est vraiment très très moche. J'ai aussi vu Bumblebee, un spin-off de Transformers, donc ça se passe avant, c'est une sorte de préquel à l'histoire, mais avec des effets spéciaux beaucoup plus moches, et à côté un peu graphisme de jeux vidéo, mais inséré dans le film, avec une histoire un peu débile aussi, je sais pas trop, ça faisait un peu un mix avec la coccinelle, bref, pas passé un très bon moment devant le film, je t'avoue que... non. Et finalement, j'ai aussi revu Le Pacte des loups, le film français de 2001, avec notamment Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Monica Bellucci et Marc Dacascos, l'acteur qui jouait dans la série The Crow, que j'aimais bien d'ailleurs. Alors ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, et du coup je me souvenais plus trop, je savais que ça avait un rapport avec la bête du Gévaudan, et je me souvenais à peu près de la fin, du fait que... Enfin je vais pas spoiler parce que ça se trouve que tu l'as pas vu, mais en gros... C'est assez bizarre parce que c'est un film d'époque, donc une sorte d'enquête de l'époque. Il y a un petit côté peut-être Sleepy Hollow vite fait, même s'il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire-là. Là, j'ai un peu spoilé. En tout cas, avec ça, il y a une sorte de mélange avec film de kung-fu, où ils se battent un peu. Et du coup, il y a des moments où on sait plus vraiment ce qu'on regarde en fait. On a l'impression de voir deux films un peu différents, mais qui sont mixés ensemble. C'est assez bizarre. Bon, après, c'est pas si mal, moi j'ai quand même assez bien aimé, il y a une réalisation qui est plutôt bien, les plans sont plutôt sympas, il y a une mauvaise gestion des ralentis, mais voilà, mais globalement je trouve qu'il est quand même plutôt sympa, je le recommande. Voilà, à côté de ça, j'ai aussi vu le documentaire Free Solo, que là je recommande à 100%. Que vous soyez fan d'escalade ou pas, je trouve vraiment qu'il y a quelque chose dans ce documentaire qui est vraiment cool, si tu connais pas, c'est un documentaire de National Geographic, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar du meilleur documentaire là en 2019.
Donc le documentaire suit Alex Honnold, très connu dans le domaine de l'escalade, surtout pour faire du free solo, c'est-à-dire qu'il escalade sans corde, sans rien, donc s'il tombe, aucune sécurité. Et là en fait il a déjà grimpé pas mal de trucs dans le monde entier, suivi par une équipe, tout ça, et là il veut vraiment, depuis très longtemps, ça fait des années qu'il repousse le truc, grimper El Capitan, qui est dans le parc Yosemite, en Californie. Donc c'est un gros mur de granit. Il s'entraîne pendant très longtemps. Il le fait d'abord avec des protections quoi, pour voir un peu les différents endroits où il va passer, s'entraîner à le faire. Et du coup on suit tout ce truc là, comment son entourage réagit à ça, comment lui aussi va réagir un peu à tout ça, le fait qu'il est caméraman, et ça c'était, je trouve, assez intéressant, parce que vu que c'est un documentaire, bah, on peut inclure toute l'équipe technique autour, et du coup on voit leurs réactions, surtout que c'est des gens qui le connaissent, qui sont amis avec lui, parce qu'ils ont fait vraiment beaucoup de tournages, et du coup qui se disent s'il se rate, s'il tombe et tout, ça va être horrible quoi, je vais le filmer en train de mourir quoi, alors que c'est mon pote. C'est assez prenant en fait tout ça, et aussi de voir pourquoi il fait ça en fait, parce que il est pas obligé. C'est un plaisir pour lui, il a envie de le faire, et du coup c'est très intéressant, et les images, des très belles images de ce panorama autour, et quand il est en train de grimper on voit vraiment le vide. Ça fait 900 mètres quand même de grimpette, donc c'est pas rien. Voilà. Et ce mois-ci, je regarde aussi The Magicians, donc c'est la saison 4 de cette série sci-fi. Donc c'est une série que je trouve assez intéressante parce que c'est de la magie, mais assez différente de ce qu'on peut voir. Parce que c'est beaucoup moins dans le superlatif à faire des effets un peu n'importe comment. Et quand ils font des effets, ils sont pas moches. Les effets spéciaux, c'est vraiment très très beau, et c'est vrai que sur Sci-Fi on peut parfois trouver des trucs très moches, notamment dans les téléfilms un peu SF, Sharknado, tout ça, c'est pas très très bien fait, et là franchement c'est bien léché, la photo est quand même très très belle, donc l'histoire est plutôt sympa aussi, c'est tiré de romans de Lev Grossman, et il y a pas mal de références un peu pop culture de temps en temps dedans. C'est vrai qu'il a été un peu comparé à une sorte de Harry Potter, mais pour adultes. C'est vrai qu'il y a une école de magie, mais c'est plus une sorte d'université de magie. Ouais, l'histoire est vraiment cool, c'est assez dramatique. Et donc à chaque fois, les personnages s'en sortent un peu, et finalement ils retombent dans un truc, et ils sont jamais... parle pas mal de dépression, il y a pas mal de sujets. Là j'ai un peu moins bien aimé la saison 4 par exemple, pour l'instant. La saison 3 et la saison 1 m'ont vraiment laissé des très bons souvenirs. Donc je recommande. Et il y a une autre série que je regarde aussi ce mois-ci, qui vient de recommencer, c'est la saison 2 d'American Gods. C'est tiré de romans de Neil Gaiman. Je connais vite fait de nom l'auteur qui a aussi fait Sandman, qui devrait être adapté un jour au cinéma, mais je sais pas trop où ça en est. Franchement, ouais, pareil, graphiquement, c'est une série Amazon Vidéo, donc c'est assez étrange, et c'est hyper graphique, les plans, la photo est vraiment hyper belle. Derrière, l'histoire est assez lente, très mystérieuse, on sait pas trop ce qu'il y a. Donc il y a des dieux évidemment, c'est American God. Il y a Ian McShane qui joue Mr. Wednesday, qui se trouve être du coup Odin. Et il y a toute cette histoire avec des anciens dieux, des nouveaux dieux. C'est très mystérieux. Personnellement, je comprends pas tout le temps, mais je trouve ça très beau et très bien fait. J'aime le rythme, j'aime un peu comment c'est fait, donc je trouve ça cool. Et je le recommande. Ce que je recommande aussi ce mois-ci, c'est une web série, Abonne-toi, de la chaîne Yes Vous Aime. Du coup, il y a Bertrand, Pauline, Mousse et Johan, qui sont les 4 membres de Yes Vous Aime, qui font des petits courts-métrages sur YouTube. Dans cette web série, ils jouent en fait leur propre rôle, et du coup avec leur propre chaîne, qui en fait doit atteindre les 500 000 abonnés pour pouvoir continuer à être produit par les gens qui les produisent dans cette web série. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on voit encore une fois, comme avec la série Preview, quelques facettes de l'univers de YouTube, avec des guests, notamment McFly et Carlito, Cyprien, Seb Lafrite, des gens comme ça qui sont assez connus sur YouTube. Il y a le monde à l'envers aussi, et qui vont potentiellement les aider à atteindre ce but-là. Et on voit aussi l'histoire interne entre eux dans le groupe. À la base, c'est quand même 4 amis, mais là qui travaillent ensemble, et donc on voit un peu les frictions que ça peut apporter avec toute la pression de la part de YouTube et de l'algorithme qui est pas très compréhensible, la pression de devoir avoir 500 000 abonnés avant la fin d'une certaine deadline, sinon leur chaîne est plus produite.
Et donc c'est vraiment très intéressant de voir leur rapport avec d'autres personnalités de YouTube qui jouent leur propre rôle un peu en dérision. Non, c'était vraiment cool, donc c'est 10 épisodes je crois cette fois. Et je recommande encore une fois. En même temps, je crois que la plupart des trucs je vais les recommander. J'ai également regardé 2 spectacles ce mois-ci. Le premier, D'Arnaud de sa mère, confident sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. C'était assez drôle, hein, comme toujours, de l'humour assez absurde. Un moyen un peu détourné d'expliquer son spectacle, comme il avait fait déjà avec son précédent, où il jouait le rôle de quelqu'un dont c'était pas le métier d'être sur scène. Là, cette fois, il joue son propre rôle d'Arnaud de sa mère, mais avec, pareil, un recul de vouloir ne pas faire rire son public, mais finalement, voilà, il y arrive quand même. Donc un spectacle assez intéressant, mais un peu moins que le deuxième spectacle que j'ai vu, c'est Pulsion de Ken Kojandi. T'as vu, c'est le mec de Bref. Et d'ailleurs, il a coécrit ce spectacle avec Bruno Mucchio, avec qui il avait déjà créé Bref à l'époque. Ce spectacle est très très bien écrit, je trouve. Il parle un peu de différentes pulsions qu'on peut avoir et comment lui, il arrive un peu à vivre avec ses pulsions. Pulsion sexuelle, pulsion de la faim, pulsion voilà, des trucs comme ça. Et du coup, il donne des anecdotes un peu sur sa vie. C'est vraiment très intéressant, très bien écrit. Et le truc vraiment très cool, c'est que là, ce spectacle est disponible gratuitement et dans son intégralité sur la chaîne YouTube de Ken Kojandi. C'est cool. Et pour finir cette vidéo, je voulais parler de 2 artistes que j'ai découverts ce mois-ci. Le premier, c'est Marcelo Barenghi. Vous pouvez le retrouver sur Instagram. Il fait de la peinture hyper réaliste. En fait, on dirait vraiment que ça sort de la page. Il y a les reflets, il y a les ombres, il y a la texture. Et il s'amuse vraiment à peindre un peu n'importe quoi, comme des paquets de chips, des trucs comme ça. Et franchement, c'est assez bluffant. Notamment cette image aussi où il a peint une boîte de burgers. Et du coup, il y a une vraie boîte de burgers et sa peinture juste à côté. C'est hyper chaud de discerner la vraie boîte du dessin. C'est hyper fort. Et le deuxième, c'est Giovanni Cantardi, que j'ai aussi découvert sur Instagram. En fait, c'est un ancien champion de Rubik's Cube et qui aujourd'hui s'amuse à faire des tableaux, des portraits en Rubik's Cube. C'est-à-dire qu'en fait, il prend un Rubik's Cube et il arrive à faire en gros 9 pixels. Et il arrive du coup à représenter une image avec plein de Rubik's Cube. Donc c'est du pixel art en Rubik's Cube. C'est vraiment très classe et donc on peut le voir un peu en... pas du speed painting du coup, c'est du speed Rubik's Cubing. Et faire comme ça un portrait, c'est hyper fort. Voilà, merci d'avoir regardé et écouté ma première opinion mensuelle. N'hésite pas à me dire ce que tu as trouvé bien ou moins bien, j'essaie de m'améliorer pour le mois prochain. N'hésite pas non plus à dire tes avis par rapport à tout ce dont j'ai parlé dans la vidéo. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que ça t'a potentiellement fait découvrir des choses que tu vas apprécier par la suite. Si c'est le cas, j'en serais très heureux parce que c'est un peu le but de cette vidéo aussi. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire et à t'abonner. Et moi je te dis à la prochaine. Yann, c'est un mec on sait pas trop ce qu'il fait, mais il a une vie, c'est la vie de Yann.